Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le must-do pour recruter sans se prendre les pieds dans le tapis. Xavier Roussillon, CEO et cofondateur de Futures. Il faut comprendre qu'en fait, il vaut mieux avoir 80% d'un beau gâteau de mariage plutôt que 10% d'un sandwich SNCF. Alors, ça paraît simple, mais en fait, et cette réussite, J'adore cette l'image. réussite, et cette réussite, elle a un prix. Et c'est ce prix-là, l'actionnariat salarié aussi. Après, ça va dépendre en fonction du secteur, de la maturité. Un fondateur de start-up, une scale-up de 150 personnes, par exemple, il aura des volontés différentes qu'une PME familiale qui a même le même nombre de salariés, parce que c'est pas la même façon de faire. Le plan d'actionnariat salarié, c'est une sacrée galère quand on ne le prépare pas, quand il est mal orchestré ou quand on informe mal ses bénéficiaires principaux, les salariés. Nous prenons beaucoup de temps pour comprendre grâce à Xavier ce qu'est l'actionnariat salarié, comment ça fonctionne, les étapes clés et les obstacles à anticiper, ou encore ce qu'impliquent les décotes de stock option. Futures a la conviction que piloter sereinement ses plans est un atout de taille pour les PME et propose à leurs clients d'automatiser et de gérer au travers de leur plateforme toute la gestion administrative et juridique des plans pour en faire un vrai outil de management. Nous détaillons spécifiquement la structuration financière qui rend cette gestion possible et la nature des sous-jacents ainsi que leur valorisation. C'est bien plus complexe que cela n'y paraît. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Xavier. Salut Solène. Trop contente qu'on se retrouve entre Lyon et Luxembourg pour prendre ce petit café en ce jeudi après-midi au Hoxton pour que tu viennes nous parler de Futures, que je suis depuis le tout début puisque y a un étudiant que j'avais à HEC qui bosse chez vous. Donc c'est par ce biais-là qu'on a été mis en relation. Exactement, et Clément. Clément, on te salue. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience et à nos auditeurs s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, moi, je suis Xavier Roussillon. Donc, j'ai 20 ans de B2B dans l'IT sur la monétique, les produits financiers en général. Ouais. J'ai débuté en tant que salarié. Et puis, en 2009, je rencontre Thibaut Ravizet et Benoît Lassarin, qui étaient fondateurs de une société qui s'appelle QuickSign. Et je les ai rejoints en tant que troisième homme, lead founders, comme directeur des opérations et directeur du risque. Ça jusqu'en 2020, où je quitte toutes mes fonctions opérationnelles chez QuickSign, de manière à monter Futures avec Arthur Dagard, qui lui avait déjà monté 3 boîtes et on se connaissait depuis quelques années. C'était le bon moment pour nous de faire ça ensemble. Arthur et moi, on s'est rejoints là-dessus, sur le why de Futures, parce que l'actionnariat salarié, qui est le métier de Futures, on le connaissait à 360. C'est-à-dire que moi, j'avais eu de l'actionnariat salarié en tant que jeune collab. J'en avais distribué un paquet quand j'étais exec. Et puis, en tant qu'investisseur et comme fondateur, j'avais vu des complexités. Et on avait fait le même constat. Le constat était que ça ne fonctionne pas. Et la statistique qui fait peur, c'est que 84% des plans d'actionnariat salariés ne satisfont ni les fondateurs, ni les collaborateurs. Alors que c'est un outil génial pour l'alignement des intérêts de tout le monde. Et c'est aussi d'ailleurs un sujet d'avenir. J'écoutais quelqu'un sur ton podcast qui en parlait. Enfin, la rémunération, aujourd'hui, elle est de plus en plus diverse. Il y a le salaire que tu vas toucher. Alors, il y a l'innovation, le salaire, il y a le fractionnement de salaire, actuellement, qui est très travaillé. Il y a tous les bénéfices qui ont été travaillés depuis 15 ans. Les cartes cadeaux, la mobilité, comment est-ce qu'on est de plus en plus à la carte, on demande avec des remboursements automatiques à partir des comptes bancaires et plus un DRH qui pense savoir ce qui est bon pour tous leurs collaborateurs. Et malheureusement, l'equity de capital, qui fait partie de cette rémunération, il n'y avait rien avant Futures. Alors que c'est des enjeux qui sont colossaux, des sommes qui peuvent parfois être jusqu'à 20% de la valeur des boîtes. Et donc, chez Futures, notre ambition, c'est de faire de l'actionnariat salarié un vrai dispositif de partage de la valeur et surtout un outil de management du quotidien. Si on parle d'actionnariat salarié, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer les objectifs quand les sociétés mettent ça en place pour d'un côté l'entreprise et de l'autre, c'est plutôt ses employés. En général, c'est mis en place pour les salariés de la boîte, mais pas que souvent. Oui, tout à fait. L'actionnariat salarié, c'est la possibilité pour les salariés de devenir actionnaires et donc, notamment dans les sociétés de croissance, d'obtenir un gain au moment de la vente de la société. Alors pour l'entreprise, généralement, ça lui permet d'attirer, de retenir des talents, d'avoir quelque chose d'attractif. Ça leur permet aussi de... C'est mainstream aussi. Ouais, mais on le verra peut-être un peu plus tard, mais l'important, c'est justement pourquoi est-ce que c'est fait. Pourquoi est-ce que c'est mis en place.
C'est aussi, je pense, pour l'entreprise, aller rechercher quelque chose de mieux travaillé. Il y a ce que fait Amazon, le Act as an Owner chez Amazon. C'est comment est-ce qu'on donne à tous les collaborateurs une vision long terme. Comment est-ce qu'on arrête cette mise sous le tapis des cadavres avant les bonus de fin d'année et que vraiment on se dise il faut voir loin. Et la pérennité de l'entreprise, c'est aussi ça. Pour les salariés, la première chose pour eux, ça montre qu'ils comptent dans l'entreprise. On entend souvent dire, les personnes, elles disent « j'ai des parts ». Ouais, c'est psychologique. Hein. Ouais, c'est important. C'est-à-dire que je compte, je ne suis pas juste un passager clandestin dans l'aventure. Et évidemment un intérêt financier qui est un intérêt sur la valeur patrimoniale de l'entreprise qui peut, dans certains cas, représenter plusieurs années de salaire. Donc c'est vraiment un produit intéressant. Alors tu parlais des entreprises à forte croissance, des scale-up ou des start-up. Est-ce qu'il y a des PME, beaucoup de PME ou des ETI qui mettent ça en place en France ? Alors enfin, les deux existent. Les deux existent. Les start-up, c'est ce que tu dis, c'est mainstream, c'est-à-dire qu'en fait 90%, 95%, je crois que le chiffre, c'est ça. C'est le package de base. Voilà, package de base. Après, est-ce que c'est bien incarné par les dirigeants ? Pas sûr. Quelles sont les volontés ? Quand c'est un dirigeant de PME qui le fait, généralement, c'est quelque chose qui est très réfléchi. Depuis des années, une volonté très forte. Ouais. Et c'est vrai que les motivations des uns et des autres ne sont pas exactement les mêmes. Notamment le dirigeant de PME, lui, ce qu'il va vouloir, c'est récompenser des salariés fidèles, les faire participer à l'aventure. Voilà. Pour les startups, c'est un peu plus... il faut en avoir. Et justement, celui qui marche, c'est celui qui est correctement incarné. Alors, dans un contexte purement français, c'est quoi les différentes formes que ça peut prendre ? On en parle des options sur action, des BSPCE, des options gratuites, etc. Est-ce que tu pourrais nous citer les principales formes ? Je découperais ça peut-être en trois grandes parties. Bon, le premier, c'est le plus simple à comprendre, le plus coûteux, mais aussi le plus engageant, du coup. C'est l'achat d'actions. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes des actions au prix de l'action. Et donc, tu deviens actionnaire par ça. Il vaut mieux, notamment dans les startups, arriver très tôt dans l'aventure pour faire ça. C'est des mécanismes qui sont en place, et c'est souvent dans les structures type des LBO, des choses comme ça, où vraiment le management vient acheter les actions pour être à côté, associé, ouais. Voilà, à côté du fonds ouais. Et donc profiter de la croissance. Le deuxième, c'est en effet les options. Dans stock option, mais c'est plus large. Donc une option, c'est le droit d'acheter une action à un prix déterminé plus tard. Et donc ce mécanisme-là, ça permet, au moment où il y a une opportunité de vente des actions, de regarder si notre option, si on achète l'action, il y a une plus-value. Et s'il y a une plus-value, du coup, on exerce ce droit. Et donc, on gagne de l'argent. Et le troisième, c'est l'attribution d'actions gratuites. C'est les RSU américains qui fonctionnent très bien. Et donc l'attribution d'actions gratuites, c'est on définit une période, des objectifs, et en fonction de la réalisation de ces objectifs, on a la capacité d'acquérir gratuitement les actions. Et les BSPCE dans tout ça ? Alors les BSPCE, ce sont des options d'achat. Voilà, merci, je voulais que tu le dises. Ah pardon, ouais, j'étais sur les généralités. Non, mais c'est très bien, comme ça on sait de quoi on parle. Ok. Alors la question que je me pose, est-ce que la structure du capital est assez simple quand tu es actionnaire de ta boîte, ce qui est mon cas, moi c'est très très facile, je suis actionnaire unique, donc voilà. Mais quand tu as de multiples actionnaires ici, tu as des actionnaires majoritaires, minoritaires, comment ça affecte ces modes, ces pactes, ces plans d'actionnariat salarié, ça affecte la structure du capital ? Tu as bien raison de poser cette question-là. Un salarié qui rejoint, qui exerce un plan d'actionnariat salarié, ça devient un actionnaire minoritaire. Et ça change la donne. Ça change la donne parce que souvent, ils ne connaissent pas. Ils ont du mal à suivre. C'est un certain niveau de complexité. On leur explique peut-être pas bien. On leur explique pas très bien, mais même bien expliqué, il y a quand même... c'est tout un pan particulier de connaissances. Et d'une manière générale, nous, on conseille systématiquement de regrouper ces minoritaires dans des ManCo. Donc des ManCo, c'est des management companies, c'est des sociétés qui sont créées spécifiquement pour ça. Les sociétés détiennent les actions de la société mère et le salarié détient cette ManCo. Okay. C'est plus simple pour tout le monde. Par contre, il faut bien le prévoir à l'avance. Ça se prévoit à l'avance dans les pactes pour ne pas avoir de surprise. Et alors, si on revient spécifiquement sur les droits et les obligations qui sont associés à ces formes-là, quand tu es actionnaire
ou que tu es potentiellement actionnaire d'une société dans laquelle tu travailles, c'est quoi tes obligations et tes droits finalement ? Ouais, en termes de droit, un actionnaire, ça a le droit à l'information, ça a le droit de toucher les dividendes, Ouais. il y a les dividendes, ça a le droit d'assister aux AG, d'y voter, de poser des questions aux AG. Et en fait, ça, c'est beaucoup de droits. Alors bon, il faut dédramatiser un petit peu le risque sur la gouvernance, parce que quand on a des minoritaires au capital, les majoritaires ont prévu les choses et ils sont protégés dans les décisions, dans le pilotage réel de la société. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de dénuer de certains droits les actions, qui deviennent alors des actions de dépréférence, voilà, c'est ça, ou de préférence négative. Ouais, j'allais y venir. Exactement. Ok. Si une image que je trouve assez représentative de ce que peut être une table de capitalisation de ce type-là, il y a les actionnaires majoritaires qui sont à table dans un dîner mondain, ils discutent entre eux, et puis les minoritaires sont debout derrière. Ils n'ont pas vraiment voix au chapitre, mais ils écoutent. Et finalement, un salarié d'hier, c'est pas nécessairement un salarié de demain. Ouais. La confidentialité de ces informations qui sont échangées, c'est clé. Et ils ont accès au bilan, au compte de résultats, parfois ils ont accès au BP. Et ça, c'est important. Donc, encore une fois, les MANCO ou les SPV spécifiques, on maîtrise l'information qui est diffusée, c'est quelque chose qui est une bonne pratique. Ok, alors vous qui êtes chez Futures, super spécialiste du sujet, comment est-ce que tu pourrais décrire à quelqu'un, un entrepreneur qui nous écoute et qui envisage de mettre en place un plan d'actionnariat salarié, comment ça se passe ? Et c'est quoi les pain points à franchir, pardon. Oui. Le premier, c'est être convaincu. En fait, c'est la volonté du dirigeant de mettre quelque chose en place, parce que lui va devoir l'incarner. Ça reste le référent des salariés concernant ce sujet-là. Il faut comprendre qu'en fait, il vaut mieux avoir 80% d'un beau gâteau de mariage plutôt que 10% d'un sandwich SNCF. Alors, ça paraît simple, mais en fait, et cette réussite, j'adore l'image. Et cette réussite, elle a un prix. Et c'est ce prix-là, l'actionnariat salarié aussi. Après, ça va dépendre en fonction du secteur, de la maturité. Un fondateur de start-up, d'une scale-up de 150 personnes, par exemple, il aura des volontés différentes d'une PME familiale qui a même le même nombre de salariés, parce que c'est pas la même façon de faire. Start-up, ça va être les enjeux, c'est l'attractivité versus des cabinets de conseil en strat ou des boîtes du CAC 40 qui proposent des meilleurs salaires, qui ont des packages de bénéfices qui sont au-dessus, donc qui compensent un petit peu avec ça. Le start-upper, entre guillemets, il veut pas y passer de temps, il veut passer le moins cher possible. Et sa plus grande peur, c'est être en dehors des usages de la place. Alors, chez Futures, on lui file les do's, les don'ts. Et puis, on a plein d'outils, de clés de répartition pour avoir des plans d'attribution conformes aux pratiques. Voilà. Ça reviendra après sur la proposition de valeur. Ouais, j'aimerais juste encore... Excuse-moi, je suis un peu psychorigide là sur ma trame. Quand tu vois des entrepreneurs qui mettent ça en place, en général, ils vont vers qui ? Ils vont voir des avocats en droit social ? Comment ça se passe ? Alors, pour les startups, c'est souvent en effet les avocats. Leurs fonds, s'ils ont des fonds au capital, peuvent les conseiller. Pour les dirigeants de PME, l'homme de confiance, c'est l'expert comptable qui va venir en parler. L'avocat, c'est plutôt quand il y a un problème pour ces populations. Et les experts comptables ne sont pas nécessairement très bien formés sur ce type de pan de l'économie. C'est d'ailleurs, moi, un sujet que je trouve très important. Enfin, pour moi, c'est un métier d'expert comptable, comme ils ont venu intégrer la paye dans leur activité. Exact. L'actionnariat salarié, c'est le même sens. Pourquoi ? Parce que c'est un travail du quotidien. Parce que ça touche les éléments de rémunération. C'est eux qui font les DSN, donc les déclarations obligatoires auprès de l'URSSAF. Et donc, c'est un métier, en fait, qui leur incombe. Ouais. Intéressant. Alors, on parle souvent... Juste pour finir, un point essentiel que je voulais dire sur la partie de la réussite, c'est la compréhension par les collaborateurs du dispositif. Ouais. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que si le collaborateur il n'a pas compris le dispositif, il ne va pas pouvoir le valoriser. C'est Et clair. ça, c'est pas toujours simple à faire. Donc, une attention particulière à faire ça. Ok, alors dans l'écosystème start-up, mais voilà, c'est principalement là qu'on entend parler, on parle des modifications de décote. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et nous expliquer comment ça influence l'attractivité du plan ? En effet, c'est pour les startups uniquement, parce que ça dépend de la fluctuation de la valorisation de l'entreprise. C'est moins le cas pour les PME. C'est un sujet actuel pour beaucoup de startups. Il y a beaucoup de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent en 2022 et qui peinent aujourd'hui à se refinancer. Ouais. Alors, il y a deux solutions dans ce refinancement. C'est le maintien de la valorisation de façade et le nouvel investisseur prend des droits financiers colossaux pour encadrer son risque. Ouais.
Le deuxième, c'est on acte la perte de valo, mais les investisseurs d'avant, ils ne sont pas très contents. Ah, l'angoisse. Parce que c'est jamais très agréable. Ouais. Et dans ces deux cas, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que les actions antérieures, elles perdent de la valeur intrinsèque. Et C'est communiqué, ça ? Non. Ok. Non. Pourquoi c'est pas communiqué ? Parce qu'il faut vraiment être dans les droits financiers préférentiels de la table de capitalisation pour s'en apercevoir. Ok. Non, mais il voit bien quand il y a un tour de table qui arrive et que la valo est plus basse qu'au tour d'avant. La seule chose qu'on sait quand une augmentation de capital est faite, c'est quel est le prix de souscription des actions et combien d'actions ont été souscrites. On ne connaît absolument pas les droits préférentiels financiers qui sont attachés à ça. T'as raison, ouais. Donc de back-solver, entre guillemets, la valorisation sans connaître cette information-là, c'est pas facile à faire. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les actions antérieurement émises perdent de la valeur avec ces nouvelles levées, et notamment les actions ordinaires, donc qui sont le sous-jacent général de l'actionnariat salarié. Donc c'est les actions qui n'ont pas de droits préférentiels financiers associés. Et dans ces cas-là, potentiellement, elles ne valent plus rien. Et quand elles ne valent plus rien, l'attractivité des plans d'actionnariat salarié s'effondre. Ouais. Donc l'enjeu actuel, c'est d'acter de cette nouvelle valorisation, de prendre des décisions de manière à le rendre de nouveau attractif. On appelle ça, dans le microcosme des gens qui font ça, le restriking. C'est que le strike price, c'est le prix d'achat des actions. Ouais. Et donc le restriking, c'est le changement de strike price. Donc ça consiste le strike. à baisser le strike. Alors, à baisser le strike, ça veut dire, par exemple, je prends un exemple, le strike était à 100 €, la valeur courante de l'action du nouveau tour la positionne à 80. Ouais. L'option ne vaut plus rien. Et l'idée, c'est de la redescendre à 50, de manière à retrouver de l'attractivité. Ouais. Alors attention, quand on dit restriker, changer le prix, c'est un petit peu plus complexe que ça à faire au niveau corporate, mais l'idée est là. Non, tout à fait. Alors justement, tel que tu le décris, parce que j'aime bien, moi, rentrer dans la problématique de gestion de tous ces processus. Comment tu gères le processus vraiment du tout départ à la création, même des documents juridiques, jusqu'à la partie où l'option sera exercée, où l'action sera achetée. Comment est-ce que actuellement tout fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne avec des papiers, j'ai envie de dire, presque signature DocuSign ou QuickSign ? Comment, dans une vie hors Futures, ça fonctionne ? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... C'est comme je décris, quoi. C'est exactement comme tu décris, c'est-à-dire que on fait sur un tableau Excel une grille de répartition. Aujourd'hui, on va chercher un évaluateur pour essayer d'avoir le juste prix d'exercice de l'action. Et puis derrière, les avocats définissent le plan en discutant avec l'entrepreneur, mais quand même en ayant des templates déjà existants. Ouais. Et derrière, on exécute ça avec de la signature DocuSign. Et le collaborateur se retrouve avec un papier qu'il a signé. Et je crois qu'il n'y a rien de plus immatériel pour un ingénieur de centrale Supélec que d'avoir un bout de papier ou un registre de mouvement de titre, une photocopie de registre de mouvement de titre. Donc en effet, c'est pas très matériel. Et ça fait partie d'ailleurs des points d'attention à avoir. C'est comment est-ce qu'on visualise ce plan d'actionnariat salarié. Alors, dernier point, côté entreprise, quand tu es sur de la forte croissance et que tu pars avec 3 founders et 3 employés au départ et que dans ton hyper-croissance, tu vas recruter des centaines d'employés, comment est-ce que ce nombre croissant d'actionnaires minoritaires va impacter, va potentiellement générer un souci pour l'entreprise, même si c'est dans une holding ou une manco, comme tu le disais tout à l'heure ? Alors, généralement, ils ne sont pas associés. Ils ne sont pas associés tout de suite. Ils ont des options. Du coup, quand on a des options, on n'est pas associé. Du coup, ça simplifie énormément les choses. En termes de Mais tu dois quand même te farcir à chaque fois la signature. Alors, par contre, en termes de travail d'avocat et de paperasse, ça peut être très pénible. D'autant que ce n'est pas toujours pensé dans la construction comme quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire, parfois, on demande notamment à tous les associés, par exemple, de signer un mini-pacte. À tous les associés, quand on a une table de capitalisation avec 40 BA et plein d'investisseurs, si chaque collaborateur, chaque fois, on lui fait signer un mini-pacte, c'est sûr que c'est assez pénible. Ouais. Surtout s'il challenge le pacte. Non, je plaisante. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas beaucoup. Ok, alors un autre point que je trouvais intéressant, c'est que de plus en plus, dans les entreprises, alors de ce que je vois en Europe en tout cas, c'est que le statut de salarié est toujours très présent, mais tu as énormément d'anciens salariés qui deviennent freelance. Tu vas avoir des gens qui vont travailler sur des problématiques temporairement, donc des consultants, etc. Comment est-ce qu'on arrive à aussi
partager la valeur avec ces personnes-là qui sont un peu des satellites à l'entreprise. Et est-ce que les entrepreneurs se posent la question de aussi cette nécessité de rémunérer ces satellites, comme je les appelle? C'est pas très sympa. Non, mais je crois qu'en effet, et le Covid a vachement accéléré ça. Aujourd'hui, la recherche, c'est surtout la recherche du stakeholder, enfin de la personne qui apporte de la valeur à l'entreprise, et finalement qui soit salarié juste à côté de chez soi pour venir tous les jours au bureau, ou qui vivent à Bordeaux alors que c'était à Paris, ou alors qu'ils se soient des freelances en Pologne s'ils apportent la valeur, finalement, ils font partie des équipes. Et donc, il faut les intégrer dans ce type de vision long terme. Il faut ou ils sont intégrés? Alors, la demande, c'est il faut, et ils ne le sont pas encore nécessairement. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la réponse à ça, c'est des bons de souscription d'actions. Donc, c'est beaucoup de corpos, pas mal d'argent à sortir. Et en général, les dirigeants devant cette complexité-là font machine arrière. Ouais. Et justement, ça fait partie d'une des visions premières de Futur, c'est de proposer une solution d'incentive globale qui soit indépendant du type de contrat, contrat de travail ou autre, contrat de portage, contrat de freelancing, avec les personnes qui apportent de la valeur, et quelle que soit la géographie. Ouais. Écoute, c'est hyper intéressant, on a fait une méga intro. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Futures. J'aimerais que tu nous parles de ce que vous avez déployé au tout départ et pourquoi ça fonctionnait pas. Parce que maintenant, ça fonctionne. Mais je trouve intéressant, j'aime bien parler du pivot. Ça fait déjà plusieurs épisodes que j'ai traités sur le sujet. Je trouve ça intéressant que les auditeurs comprennent en fait que voilà, tu peux avoir une feuille de route très claire au départ, puis à un moment, bam, tu te rends compte que c'est pas ce qu'il fallait mettre en place. Ouais. Je vais faire une réponse en 2 temps là-dessus. Le premier, c'est la vision de l'incentive pour tous que je viens de te donner. On l'avait dès le début. En fait, cette vision, on l'avait, et après, il faut la construire. Et ni Arthur, ni moi, on est avocats, et ça n'existait pas. Du coup, on a travaillé avec des cabinets d'avocats. Évidemment, on a usé des cabinets d'avocats avec nos questions systématiques, et moi, je peux être un peu pénible dans ces choses-là, parce qu'on n'arrivait pas à construire ce qu'on voulait. Ouais. Ça a pris 18 mois. Ça s'est fait dans un contexte où les management packages venaient d'être retoqués par le Conseil d'État, donc avec pas mal d'avocats un peu frileux, il n'y avait pas beaucoup de littérature dessus, tout le monde hésitait un petit peu à mettre les pieds dedans, et puis on a trouvé le bon cabinet qui a co-construit la solution avec nous, qui a accepté de se faire challenger comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours évident pour un avocat. C'était qui? C'est le cabinet Dubuc, ouais. Qui est un cabinet ex-soi, qui est vraiment, nous ça a été vraiment la rencontre qui a permis de faire émerger ça. Et nous on est venu avec toutes les questions qu'on avait, toute la manière d'aborder les choses, toutes les compétences, toutes les connaissances qu'on avait acquises. Et ça a permis donc de construire, et ça a créé Prism. Ensuite, c'était la vente de Prism. Donc on avait une croyance très forte en disant ça marche pas, on va tout changer. C'est la réponse à tous nos maux. Et on avait mal anticipé ce cycle de vente, en fait, qui est un cycle de vente extrêmement complexe. La persuasion nécessaire pour venir toucher ces choses-là, notamment face à des avocats, les avocats conseils de nos clients. Alors que... Parce que c'était la logique à cette époque-là, c'était d'aller voir les avocats? Non, mais en fait, quand on allait voir un client, notamment les boîtes de tech, directement, on a ensuite accès à l'avocat qui fait le corpo de la structure. Ouais. Et donc, il nous voyait arriver, un petit ingénieur qui est en train d'expliquer ce qu'il faut qu'il fasse, et c'était pas facile. Et donc, un cycle de vente où les clients ne disaient pas non, mais ne signaient pas. Et tu penses que c'était dû à quoi? À la complexité de la compréhension de l'offre? Ouais, complexité, je pense mauvaise explication, ouais. Absence de légitimité. On voit d'ailleurs aujourd'hui, donc on a notre général conseil qui est arrivé, qui est une avocate de formation. La discussion est complètement différente. C'est-à-dire qu'il parle de pair à pair, et finalement, ça simplifie énormément la partie signature, parce qu'ils se connaissent, c'est le sérail. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ces codes. Et ça a été un point dur. On a perdu, dans cette phase de vente, on a fait aussi une erreur, c'est qu'on a pris un head of sales. Et donc, on était un peu trop loin aussi du contact avec les clients. Et ça aussi, ça a été quelque chose qui nous a pénalisé. Je pense qu'on a perdu 8 à 10 mois de croissance avec un truc comme ça. Dingue. Tu m'avais même dit que à un moment, vous vous demandiez si vous n'alliez pas rembourser à vos BAs. Ils savaient tous entre guillemets, que c'était un sujet qui était complexe. Ouais.
Mais quand ça tourne pas, il y a un moment aussi, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas pour ambition, ni Arthur ni moi, de passer du temps, juste pour passer le temps. Donc on voulait construire quelque chose. Et en effet, à un moment, on s'est posé la question dessus. On en a parlé avec certains. Et puis évidemment, ils nous ont dit, mais enfin, on sait, on est au courant. En fait, on savait qu'avec vous, on a choisi aussi 2 entrepreneurs expérimentés pour lancer quelque chose de complexe. Et que ça allait prendre du temps. Ouais. J'en avais parlé pas mal avec Evan Testa sur un épisode que j'ai enregistré sur Roundtable, où il explique un peu la complexité que c'est pour monter cette offre qui est un petit peu qui est tech, mais qui nécessite énormément d'ingénierie juridique derrière. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a une équation financière à faire qui est aussi pas évidente. Ouais. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui lancé ? C'est quoi votre offre à ce jour ? Et qui sont vos clients ? Alors, nos clients, c'est principalement des boîtes de la tech. C'est les premiers qu'on a adressés. On les a adressés parce que c'était notre écosystème, parce que c'est aussi des personnes qui sont assez ouvertes à prendre des nouvelles solutions qui leur apportent de la valeur. Et on les a adressés donc d'abord avec notre premier produit, la Prism, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, on a aussi élargi la plateforme à l'ensemble des dispositifs d'État, de manière à pouvoir proposer une solution la plus globale possible à l'ensemble de nos clients et écouter nos clients. À un moment, on était un peu bornés à nous écouter beaucoup et on écoute un peu plus nos clients. Ok, donc ça permet de faire quoi en gros ? C'est un peu plus qu'une plateforme, c'est l'accompagnement global du dirigeant dans la mise en place de son actionnariat salarié, dont une partie est une plateforme. Mais la première chose à faire, c'est aider le dirigeant à savoir ce qu'il veut faire, l'accompagner, on l'a eu, sur les bonnes pratiques de mettre en place. Donc nous, on ne fait pas de conseil juridique, donc c'est aider le dirigeant avec son avocat pour que ça avance. Et puis derrière, c'est en effet digitaliser, rendre tout visible. Le processus. Et donc administrer ensuite ce pacte, ce programme. Exactement. Donc la projection qui a été faite grâce à nos petits outils au démarrage, c'est l'exécuter, c'est s'assurer que ça se passe correctement, c'est en effet toute la souscription dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a un nouveau collaborateur, quand on fait une nouvelle attribution, que ce soit fluide, et puis c'est pour le collaborateur un espace individuel, personnel, où il peut retrouver ses documents, où il peut les signer, où il peut avoir des projections, et surtout ce qui est important, où il a des informations sur le dispositif qui lui permet d'avoir confiance dans ce dispositif. D'accord. Et encore une fois, je l'ai dit en amont, mais cette confiance, elle est essentielle. C'est-à-dire que s'ils ne comprennent pas au moins les grandes parties de ce dispositif, ils ne peuvent pas le valoriser. Ouais, donc il y a un gros travail d'évangélisation aussi au niveau et de l'entrepreneur, de l'entreprise et des salariés. Alors l'entrepreneur, entre guillemets, il a des conseils et nous, on peut l'aider. Mais rendre les choses compréhensibles, c'est quand même assez abscon parfois comme matière. Ça l'est, et puis pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne passent pas à l'acte ? Parce qu'ils ils en ont envie, mais en fait, c'est compliqué, il y a des réticences internes qui font que ça se passe. En synthèse, c'est vraiment rendre visible, construire la confiance pour rendre actionnable. D'accord. Parfait. Alors, vous avez un setup international. J'aurais aimé que tu nous en parles, et c'est structuré d'un point de vue financier. Ça, alors moi, j'adore, tu le sais, la structuration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Ouais. T'as raison, on a beaucoup parlé du juridique. En effet, c'est Prism, en tout cas, c'est pas que juridique, c'est aussi financier. C'est pas qu'une legal tech. Exactement, c'est pas une legal tech. C'est justement une fintech. En fait, nous, on séquestre dans un véhicule d'investissement une partie du capital du client. Et avec ce véhicule d'investissement, on crée un produit financier qui est indexé sur la valeur de la boîte. Et donc, les collaborateurs, eux, ils souscrivent en pleine propriété, donc avec rien à débourser par la suite. Ouais. Donc, c'est le mix entre l'option pas très chère et la pleine propriété qui est celle quand on achète les actions. Donc on a le plus des deux, et on retrouve donc un modèle qui est très simple à l'achat, qui est très simple à expliquer pour le collaborateur, et tout le travail a été justement de trouver quelque chose où la confiance soit facile à créer. Et donc quand ça marche, quand la société est vendue, les actions séquestrées dans le véhicule d'investissement sont rachetées, et l'ensemble des gains de ce rachat sont reversés aux détenteurs du produit d'investissement. Là, vous avez monté un véhicule de titrisation. La titrisation, moi je le connais en France et au Luxembourg. Pourquoi vous avez monté ça au Luxembourg ?
Je te demande. La titrisation, je ne sais pas si tout le monde connaît ceux qui nous écoutent, mais c'est du fractionnement d'actifs. Ouais. Donc c'est comment est-ce qu'on prend un actif et qu'on le découpe en petits morceaux et qu'on permet à des gens de venir acheter ces petits morceaux. Alors, on a, dans la réflexion sur le setup, on a regardé plein de setups différents en France et on n'était jamais satisfait, soit par les complexités administratives, soit par les coûts des setups. Et puis, comme quand on cherche quelque chose, en général, les planètes s'alignent. J'ai un de mes copains qui s'appelle Vincent Bourdel, qui a monté Diversified, qui me dit mais attends, mais moi j'ai une titrisation Luxembourg, c'est génial, ça règle tous les problèmes. Ok. Et puis notre rencontre qui était au même moment, et où toi tu nous as aidé à structurer, à poser les bonnes questions, à trouver les bons intervenants sur place, et tout ça a mené en fait à cette titrisation loi de 2004 qui est hyper souple et qu'on n'arrivait pas à faire en France. Ouais, intéressant. Donc, on a bossé ensemble, Xavier et moi. Ouais, pardon. Je ne pas le dire. Si, non, avec plaisir. C'était une super collaboration. Ok, hyper intéressant. Donc maintenant, vous êtes combien ? Alors nous, on est resté une petite équipe. Ouais. On est 7 chez Futures, à plein temps, avec tout le développement est externalisé. Mm-hmm. La techno sur laquelle on fonde notre solution, c'est pas rocket science. Nous, c'est le plus simple, le plus direct. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprécient chez nous nos clients. Arthur, qui est un homme de produit, c'est celui qui va, dès qu'on veut rajouter un bouton, il faut faire 6 pages de notes pour expliquer pourquoi, parce que sinon, il n'y a pas de bouton. Donc la technologie, puis évidemment beaucoup d'avocats. Et on est sur une core team qui a un domaine dont chacun a un domaine de compétences extrêmement précis. Et pour l'instant, on avance comme ça. Alors, vous avez fait une petite levée il y a quelques années, maintenant. Il y a 2 ans, c'est ça ? C'est quoi vos prochaines étapes ? Une autre levée ? Ouais, en effet, on a fait un précide en avril 2022 auprès de 40 entrepreneurs de la tech qui partageaient notre constat que ça marchait pas. Et on savait tous que ça allait être un long chemin. Et du coup, on a été frugal dans nos dépenses, parce qu'on n'est pas encore à l'équilibre. Et donc, on continue sur cette lancée. On sait que dans les prochains challenges qui s'offrent à nous, notamment, on a lancé depuis 2 mois une offre sur les PME. On sait qu'on va avoir besoin d'avoir du financement complémentaire et on va se préparer là-dessus. Super. Alors Xavier, tu sais que j'aime beaucoup lire. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme lecture pour clôturer l'épisode ? Alors, avant ça, je t'ai demandé l'autorisation et c'est important pour moi de le dire. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Mais tu n'avais pas besoin de demander mon autorisation, by the way. Hein. Non, je voulais remercier ma femme et ma famille pour leur soutien parce que c'est quelque chose, je pense que cette sphère personnelle, c'est le fondamental de la résilience nécessaire pour faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc, et je remercie surtout ma femme de jamais venir m'embêter avec des problématiques financières notamment. Dans cette activité-là. Et comme petit takeaway, livre ou choses comme ça, j'ai réfléchi, parce que je sais que tu poses la question systématiquement, et c'est un livre, je pense, qui devrait être lu par tous les lycéens, qui s'appelle « Parole du jour J ». Alors, ce sont des lettres envoyées aux familles et des journaux intimes des soldats en Angleterre, donc des soldats américains, des soldats anglais, des soldats français, et aussi les soldats allemands, la veille du débarquement de Normandie 44. Alors c'est hyper poignant, non ? Ouais, ça montre surtout ce que c'est que la guerre, le prix qui a été payé pour avoir la liberté et la démocratie. Et je crois que c'est un livre qui, d'ailleurs, à tout âge, ça permet aujourd'hui vraiment de réfléchir sur l'époque actuelle qu'on a, sur la guerre, la montée du populisme qu'on peut rencontrer, qui nous permet de nous interroger sur les valeurs acquises par nos aïeux et qu'il faut peut-être défendre aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier d'être venu me parler, d'être venu nous parler. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.